Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'essence sans pétrole, qu'on appelle également le e-fuel. Sous la pression de Berlin, l'Union européenne a ouvert la voie aux carburants synthétiques qui avaient été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande en raison de la disparition et des champs pétrolifères roumains du fait que l'armée rouge avait considérablement avancé. Mais sont-ils réellement une solution crédible pour le parc automobile actuel? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. C'est une petite unité de production implantée dans un désert situé au bout du monde, dans ce décor de rêve aux lumières changeantes du détroit de Magellan. Les vents soufflent régulièrement à plus de 100 km/h. Là, en Patagonie chilienne, à une vingtaine de kilomètres de Punta Arenas, littéralement à la pointe des sables, une grande éolienne blanche se dresse sous le soleil austral. Depuis décembre dernier, l'énergie produite par ce grand moulin qui balaye les vents violents du sud du Chili sert à fabriquer un carburant non dérivé du pétrole, le e-fuel, ou carburant synthétique. Il est produit par voie chimique en combinant le dioxyde de carbone, le CO2 et l'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau. L'électricité étant produite par l'éolienne installée. Lors de la combustion, le carburant de synthèse est considéré comme décarboné. Il n'émet que le dioxyde de carbone qui a été préalablement absorbé lors de sa production. Cette usine chilienne est une usine pilote qui sert à démontrer que oui, on peut produire de l'essence sans pétrole à partir d'énergie éolienne. Son principal avantage est de permettre de rouler sans émettre de gaz à effet de serre en utilisant les voitures à moteur thermique qui circulent actuellement sur les routes, se félicite l'ingénieur Karl Dums, expert en carburant de Porsche. Ces derniers mois, avec Ferrari, le constructeur allemand n'a cessé de plaider la cause des e-fuels à Bruxelles. Grâce à l'appui du gouvernement allemand, qui a menacé de mettre son veto à l'interdiction européenne de la vente de moteurs thermiques en 2035, Porsche a fini par obtenir gain de cause. La Commission européenne a autorisé la circulation des véhicules fonctionnant au carburant de synthèse, également appelé e-fuel ou électrocarburant. Cette dérogation à l'interdiction programmée du moteur à explosion n'a rien d'anodin. Le transport routier est une des activités qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, après les énormes tankers, mais aussi le transport maritime de masse provenant de la Chine. Il représente environ un quart des émissions mondiales et environ 30% des émissions en France. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, l'Union européenne a certes poussé les constructeurs automobiles à lancer des véhicules électriques équipés de batteries, mais avant qu'ils ne deviennent majoritaires, que fait-on pour le parc roulant existant, à savoir 1,3 milliard de véhicules équipés d'un moteur à combustion? Ces voitures, bus et camions ayant déjà été fabriqués, il ne serait pas très écologique de les envoyer à la casse. Il s'agit de savoir comment opérer la transition énergétique la plus rapidement possible dans le transport routier. L'électrique sera la technologie majoritaire dans le futur, pensent les politiques français. Elle se développera de manière progressive. Personnellement, je n'y crois pas. D'ici là, les voitures thermiques vont encore rouler entre 15 et 20 ans selon leur longévité. Comment fait-on avec? Les carburants synthétiques représentent une solution rapide et fiable, poursuit Karl Dums. En effet, ces carburants liquides peuvent, comme les biocarburants, remplacer du jour au lendemain les essences fossiles dans les stations-service et remplir les réservoirs des voitures existantes, notamment les véhicules haut de gamme. Cette solution technologique est critiquée par Transport and Environment. L'ONG estime que ces carburants synthétiques détournent l'Europe de son objectif d'électrifier
le parc automobile afin de réduire les émissions de carbone. Il s'agit en réalité de solutions complémentaires. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, a annoncé que le constructeur testait les e-fuels sur les véhicules thermiques européens fabriqués depuis 2014, norme 6, afin de proposer un nouvel outil de lutte contre le réchauffement climatique, parallèlement à l'électrification. Ces carburants pourraient ainsi verdir 28 millions de véhicules Stellantis actuellement en circulation en Europe, avec un potentiel de réduction de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone entre 2025 et 2050, promet le constructeur. Le débat reste ouvert, d'autant que si le processus de fabrication des e-carburants est connu depuis 1930, leur production à grande échelle n'a rien d'évident, avertit Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui investit encore massivement dans les carburants fossiles. Lors de son audition au Sénat le 5 avril, il a rappelé que pour être durable, le dioxyde de carbone utilisé doit être biogénique, c'est-à-dire avoir été capté par la nature et non anthropique, comme le dioxyde de carbone issu des fossiles et extrait dans des fumées industrielles. Comme on ne trouve pas d'hydrogène en grande quantité dans la nature, il faut le fabriquer soit sous base de gaz des SMR et de la capture du carbone, soit par électrolyse sous base d'électricité décarbonée. Or, on n'a pas l'industrie pour faire de l'électrolyse de l'eau. Sur toute la planète, il y a 1 mégawatt d'électrolyseurs. Pour moi, c'est un peu futuriste, considère le patron du groupe énergétique. Mais c'est sans penser également au gisement d'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, en fait, c'est l'hydrogène que l'on peut extraire de certaines mines et de certains endroits. Donc je pense par exemple à la Lorraine, mais aussi au nord du Pays Basque. Les e-carburants ne représenteront donc une alternative crédible qu'à la triple condition. Leur fabrication ne doit pas être trop énergivore. Leur efficacité énergétique doit être prouvée. Leur coût ne doit pas être prohibitif. Les gouvernements devront faire des choix quant à leur fiscalité. Si on veut fabriquer des e-fuels à partir d'hydrogène vert, il faut réaliser l'électrolyse grâce à de l'électricité renouvelable qui proviendrait d'éoliennes. Produire de l'hydrogène vert par électrolyse a l'inconvénient de nécessiter beaucoup d'énergie, confirme Florence Delprat-Jeannot, directrice du Centre de résultats produits énergétiques à l'IFP Énergie Nouvelle, IFPEN. Les experts expliquent ainsi qu'il faut autour de 20 kWh pour fabriquer 1 litre de carburant synthétique. Comme 1 litre d'une telle essence délivre une énergie d'environ 9 kWh, l'opération implique une perte énergétique de 11 kWh. C'est sans compter l'hydrogène blanc dont je vous ai parlé. Les recherches nous permettront d'améliorer les rendements dans les prochaines années, veut croire Carl Dums chez Porsche. Une chose est sûre, la production de e-carburant dans des conditions totalement optimales ne peut se faire qu'avec des éoliennes profitant des vents violents, comme ceux d'Amérique du Sud où est présent le constructeur allemand. Cela reviendrait beaucoup trop cher de copier ce modèle en Europe. Si vous prenez l'Allemagne, il faut 4 éoliennes pour produire la même quantité d'énergie que celle de notre éolienne au Chili. La question du prix sera cruciale avec le succès des e-carburants. On peut peut-être faire des volumes, mais pas à n'importe quel coût, ni à n'importe quel prix. On l'a vu en 2022, quand l'essence a atteint 2 euros, les gens ne sont pas contents. Or, ce n'est pas 2 euros qu'on va atteindre avec des fuels synthétiques, mais c'est 4 à 5 euros, sauf si, bien entendu, les pouvoirs publics réduisent les taxes sur les carburants. Pour moi, cette filière-là n'est pas mature du tout.
Dans un rapport de plus de 300 pages, l'association Fuel Europe, qui représente une quarantaine d'entreprises européennes, confirme cet ordre de grandeur. Mais il y a de l'espoir. Pour atteindre la parité des coûts avec les carburants fossiles, il faudrait des prix du dioxyde de carbone de l'ordre de 1000 euros la tonne, à long terme. Des coûts de production inférieurs à 1 euro par litre d'e-fuel pourront probablement être atteints, estime l'Institut de recherche sur le climat à Potsdam en Allemagne. Des montants bien plus raisonnables, les coûts sont aujourd'hui élevés car il n'existe pas de filière industrielle, mais l'énergie éolienne valait cher il y a 10 ans et aujourd'hui elle est compétitive. Il faut développer la filière pour que les prix s'agissent, note Florence Del Prajano de l'IPFEN. Le e-kérosène, en attendant d'aller faire le plein d'essence synthétique à un prix abordable, les secteurs du transport aérien et du transport maritime, gros émetteurs de dioxyde de carbone, nourrissent beaucoup d'espoir. Il n'existe pas de solution alternative comme l'avion à hydrogène pour l'instant et à batterie pour décarboner les vols longue distance. Les carburants synthétiques ont donc un vrai potentiel pour les vols long courrier de plus de 4000 km, remarque Florence Del Prajano. Le e-kérosène peut aujourd'hui valoir jusqu'à 10 fois plus cher que le kérosène que l'on met dans les avions, révèle Patrick Pouyanné. Il faudra là encore que les compagnies aériennes et les passagers acceptent d'y mettre le prix. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.